Maintenant que vous avez une idée globale des mouvements de masse d'air à l'échelle planétaire, nous abordons les phénomènes aérologiques, c'est-à-dire les phénomènes de masse d'air à une échelle beaucoup plus petite. Ces phénomènes vous concernent directement car ils conditionnent la qualité et la sécurité de vos vols. Vos connaissances en matière d'aérologie s'affineront avec l'expérience. Vous devez dès maintenant faire preuve de curiosité et d'un grand sens d'observation pour comprendre votre environnement. Et puis, pour être capable d'analyser plus tard les conditions du moment et prévoir celles à venir. Ceci afin de prendre la décision de voler ou de rester sagement au décollage. Nous savons maintenant que l'air dans lequel nous volons est toujours en mouvement. Un air parfaitement calme n'existe pas. On trouve des mouvements d'air désorganisés, anarchiques, comme les turbulences, et des mouvements d'air plutôt organisés, ordonnés, comme les ascendances. Ce sont elles qui vous permettront de rester de longs moments en vol. On distingue deux types d'ascendances. Les ascendances dynamiques, qui naissent de la rencontre du vent et d'un relief, et les ascendances thermiques, qui proviennent directement de l'activité solaire sur le sol. Il y a aussi les ascendances thermodynamiques, qui sont, vous l'avez compris, un mélange de ces deux phénomènes. Arrêtons-nous tout d'abord sur les phénomènes qui sont à l'origine de l'ascendance dynamique. Lorsqu'une masse d'air en mouvement va rencontrer sur son passage un obstacle qu'elle ne peut contourner, comme un relief montagneux, elle va devoir le surmonter, et ce vent remontant l'obstacle va donner naissance à l'ascendance dynamique. Malheureusement pour nous parapentistes, toutes les formes et tous les écoulements d'air ne sont pas propices à la création d'ascendances dynamiques exploitables. Pour qu'il y ait un bon rendement dynamique, 3 conditions doivent être réunies. Premièrement, il faut que l'axe de l'écoulement d'air, donc du vent, soit le plus perpendiculaire possible à l'obstacle. Deuxièmement, le vent ne doit pas souffler trop fort car l'écoulement deviendrait turbulent le long de la pente. Et enfin, la forme de l'obstacle. La forme de l'obstacle est essentielle, car l'air contournera toujours l'obstacle en prenant le chemin le plus court. Dans le cas ici d'un relief pyramidal, l'écoulement se fait forcément par les côtés qui constituent les chemins les plus directs. Dans le cas d'un relief suffisamment large et à hauteur raisonnable, l'écoulement se fait par le haut du relief. L'ascendance se forme vers le sommet et en avant de celui-ci. Voyons comment s'organisent les flux d'air le long de la pente. Il est important pour vous de comprendre ce phénomène pour mieux savoir exploiter les ascendances, mais aussi éviter les zones à risque. C'est au vent et en haut du relief que l'ascendance se crée. Plus l'on s'élève dans la zone ascendante, et moins l'ascendance est forte. Pour exploiter au mieux cette ascendance, vous devrez effectuer des 8 parallèles à la crête en faisant bien attention de faire au virage dos au relief. Sous le vent, les choses sont bien différentes. Les flux d'air vont générer une zone non pas ascendante comme au vent, mais descendante. En plus de cela, très turbulente. Plus on descend dans cette zone, et plus la descendance est forte. Vous comprenez donc qu'il est fortement déconseillé de voler dans cette zone où toutes sortes de turbulences sont présentes, comme les rouleaux ou rotors. Ces vols en dynamique seront certainement vos premiers vols de durée. Pour profiter de ce genre d'ascendance, le pilotage reste simple. Vous pourrez vous habituer à votre aile pour mieux aborder par la suite les ascendances thermiques. Les thermiques. Voilà donc un autre type d'ascendance offrant la possibilité de faire durer les vols. Ces masses d'air chauds et invisibles, de taille plus ou moins importante, vont s'élever et emmener avec elles les parapentistes jusqu'aux nuages. Nous n'allons pas ici vous donner les explications techniques et précises de pilotage pour exploiter un thermique, mais plutôt vous sensibiliser en vous apportant des informations nécessaires pour mieux les aborder par la suite. Comment se créent ces ascendances ? Rappelez-vous des transferts d'énergie utilisés par la nature. Par rayonnement solaire, le sol va être chauffé. Notons que selon la nature du sol, l'énergie solaire peut ne pas réchauffer ce sol, comme par exemple un manteau neigeux, car dans ce cas-là, plus des 3/4 du rayonnement est réfléchi dans l'atmosphère. Puis, la chaleur emmagasinée par le sol va être restituée par conduction à la couche d'air qui est à son contact.
Cet air chauffé va devenir plus chaud que l'air qui l'entoure. Comme il est plus chaud, il est plus léger, et va donc s'élever par convection. 2 degrés d'écart suffisent pour créer cette différence de température, permettant à la bulle de s'élever. Cette bulle d'air chaud, en prenant de l'altitude, va se dilater. Or, tout gaz en se dilatant refroidit. Ce thermique va donc se refroidir d'environ 1 degré tous les 100 mètres. Il va s'élever tant qu'il sera plus léger, donc plus chaud que l'air l'environnant. Mais selon les conditions météorologiques du moment, l'échelonnement vertical des températures de la masse d'air peut varier. Quelles sont les conséquences pour notre thermique? Premier cas, la masse d'air décroît de moins de 1 degré tous les 100 mètres. Le thermique, partant du sol avec environ 2 degrés d'écart, va vite se retrouver dans un air ayant la même température. Son ascension va donc s'arrêter là. On dit dans ce cas que la masse d'air est stable. Second cas, la masse d'air décroît de 1 degré tous les 100 mètres. C'est aussi le cas du thermique. Il continuera donc à monter en gardant l'écart de température de son départ du sol. On parle dans ce cas d'une masse d'air indifférente. Ce sont des conditions favorables pour le vol en thermique. Dernier cas, la masse d'air décroît de plus de 1 degré tous les 100 mètres. Donc se refroidit plus vite que le thermique. La bulle continuera à monter jusqu'à une limite appelée plafond. La vitesse d'ascension du thermique est liée à l'écart de température entre le thermique et son environnement. Plus cet écart est grand, plus la vitesse d'ascension sera importante. Ce sont des conditions pouvant être fortes, propices aux turbulences, réservées aux pilotes expérimentés. On parlera de masse d'air instable. Lorsque la masse d'air est instable et que de forts écarts de température existent entre les thermiques et l'air ambiant, les bulles vont s'organiser en une véritable colonne d'air chaud. Si certaines conditions d'humidité et de pression de la masse d'air sont réunies, un nuage va se former au sommet de l'ascendance, le cumulus. Dès que l'ascendance s'arrête, le nuage n'est plus alimenté et va disparaître. Pour les parapentistes, le cumulus est le nuage roi, car il est signe de bonnes conditions de vol et surtout matérialise les ascendances thermiques. Mais il y a bien d'autres nuages à connaître. La connaissance des nuages est un domaine extrêmement vaste en raison de la grande diversité de formations que l'on peut rencontrer. C'est pourquoi nous allons vous présenter les principaux nuages de chaque grande famille. La lecture des nuages est indispensable pour comprendre l'état du ciel au moment où l'on souhaite se mettre en vol, mais également pour prévoir les changements qui risquent de s'opérer lorsque l'on sera en vol. Les météorologues ont classé les nuages selon 2 critères, leur altitude et leur forme. Ils ont donc découpé la troposphère en 3 étages qui varient légèrement selon la latitude. L'étage inférieur, de 0 à 2000 mètres, l'étage moyen, de 2000 à 7000 mètres, l'étage supérieur, de 7000 à 11000 mètres. Pour identifier à quel étage appartient le nuage, on utilise un préfixe. Siro pour l'étage supérieur, alto pour l'étage moyen. Il n'y en a pas pour l'étage inférieur. Le deuxième critère est la forme. On distingue 2 formes de nuages. Les nuages de formation en strates, on utilise le terme stratus ou strato. Les nuages d'accumulation, on utilise dans ce cas le terme cumulus ou cumulo. À l'étage supérieur, on trouve les cirrus, les cirrostratus et les cirrocumulus. Ces nuages de très haute altitude sont essentiellement composés de cristaux de glace. Notons aussi que chaque nuage a son abréviation internationale. Ce sont les 2 lettres placées devant le nom. À l'étage moyen, les altostratus et les altocumulus, composés de gouttelettes d'eau. Puis, à l'étage inférieur, les cumulus, les stratocumulus et les stratus. Ce sont essentiellement ces nuages qui nous concernent, puisque nous évoluons en parapente à leur altitude. Les stratus sont les plus bas, ce sont eux qui forment le brouillard, les nappes blanches en fond de vallée le matin. Les stratocumulus peuvent parfois recouvrir tout le ciel, ils sont très gris à leur base. Puis les cumulus, qui se développent tout au long de la journée sous l'action des ascendances thermiques, raison pour laquelle ce sont les nuages préférés des parapentistes. Enfin, les nuages à grand développement vertical, le cumulus congestus, le nimbostratus et le cumulonimbus. Ces nuages appartiennent à plusieurs étages à la fois. Les cumulus congestus sont des cumulus qui ont continué à se développer verticalement. Leur forme bourgeonnante est typique.
Ils deviennent à ce stade des nuages très dangereux pour notre activité. Le nimbostratus est très sombre à sa base et très épais. C'est le nuage de pluie. Par son fort développement vertical, mais surtout par le manque de visibilité, il reste un nuage dangereux pour le vol libre. Puis, le cumulonimbus, qui peut se développer et grossir pour atteindre une altitude de 12 000 mètres. Ce nuage est de loin le plus puissant, il peut influencer l'aérologie une vingtaine de kilomètres autour de lui. C'est un nuage qu'il vaut mieux admirer depuis le sol. Lors du vol du matin, pour faciliter votre décollage, vous devez attendre patiemment que les pentes chauffées par le soleil libèrent les premières brises. Regardons comment les brises naissent et comment elles évoluent tout au long de la journée. Les brises sont un phénomène aérologique, c'est-à-dire local, dépendant de la topologie du lieu, de la végétation, mais également et surtout de l'ensoleillement. Tout au long de la journée, le soleil va réchauffer cette côte. La température du sol s'élevant plus rapidement que celle de l'eau, la situation va être propice à la création d'une brise. Par conduction, le sol va réchauffer l'air à son contact. Celui-ci, devenant plus léger, s'élève, créant ainsi une ascendance. La nature a horreur du vide, et l'espace laissé libre par l'air ascendant doit être comblé. On assiste donc à la création d'un appel d'air de la mer vers la Terre. La brise de mer est donc établie et va pouvoir alimenter le phénomène de convection. La nuit, le phénomène inverse peut se mettre en place. Le sol se refroidissant plus vite que la mer, la situation est à nouveau propice à la création d'une brise. Cette fois, c'est l'air au contact de la mer qui est le plus chaud et qui s'élève, créant ainsi un appel d'air de la terre vers la mer. C'est la brise de terre. Son intensité est souvent moins importante que pour une brise de mer. Voyons maintenant comment s'organise ce même phénomène sur les reliefs. Tout d'abord le matin. Par rayonnement, le soleil réchauffe d'abord les pentes orientées en est, qui, à leur tour, communiquent cette chaleur à l'air se trouvant le long du relief. Devenu plus léger, celui-ci s'élève suivant la pente. Ce sont les brises de pente montante. Ces conditions sont très favorables pour la pratique du parapente à votre stade de la progression. Ces légères brises montantes vous faciliteront le gonflage et la masse d'air légèrement porteuse restera tout de même très peu turbulente. Tout au long de la matinée, le phénomène se poursuit, augmentant même en intensité pour atteindre son maximum en milieu de journée. Le soleil est alors quasiment à la verticale et provoque la création de brises sur l'ensemble des pentes avec un maximum d'intensité sur les pentes orientées sud. Les conditions peuvent alors devenir trop fortes pour envisager de voler. Toutes ces brises créent un appel d'air que l'on nomme brise de vallée, nécessaire pour venir alimenter le phénomène. En fin d'après-midi, les pentes orientées en est commencent à se refroidir et l'air à leur contact à devenir plus lourd. Il descend alors le long des pentes, créant ainsi les brises de pente descendantes. Celles-ci viennent combler le besoin en air de la vallée, ainsi que des pentes orientées ouest, restées actives grâce au soleil.
À la nuit tombée, la température en altitude redevient inférieure à celle de la vallée ou de la plaine. Des brises de pente descendante se chargent de rééquilibrer le système. Vous rêvez de découvrir le parapente? Ou peut-être avez-vous déjà suivi un stage d'initiation et vous souhaitez aller plus loin dans cette activité? Kitchen Productions présente le parapente Découvrir et s'initier. Ce DVD est le complément idéal de la formation dispensée dans les écoles. Retrouvez les aspects théoriques et pratiques de l'apprentissage du parapente sous forme de séquences vidéo et d'animation. Le DVD propose notamment la présentation du matériel avec la mise en place du vocabulaire et des termes techniques. La mécanique de vol avec la pénétration dans l'air, la création du phénomène de portance, mais aussi les forces aérodynamiques, la notion de finesse et les différents régimes de vol. Retrouvez durant plus de 2 heures les thèmes de la formation, tels que l'influence du vent sur la trajectoire, les mouvements de l'aile, les différentes approches et la manière de bien construire son atterrissage. Ce qu'il faut savoir au moment des premiers vols et apprendre par la suite. Découvrez également les aspects météorologiques et aérologiques si importants pour bien apprécier l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Vous allez pouvoir disposer chez vous des séquences que les moniteurs utilisent comme support lors de leurs cours théoriques. En bonus, découvrez la manière dont travaillent les concepteurs de nos si curieux aéronefs. Profitez également des conseils de 2 grands professionnels qui exposent leur vision sur la formation. Enfin, un questionnaire basé sur le QCM 2004 de la Fédération vous permettra de vérifier vos connaissances en vue du passage du brevet initial. Bon film et bon vol. Let's first look at obstacle turbulence. When the wind blows over an obstacle unevenly and discontinuously, turbulence forms. Air constantly flows up to the top of the windward side of this landform, but as soon as the air passes over to the leeward side, a depression forms, generating turbulences called rollers and rotors. There may also be areas of the windward side where turbulence occurs. For instance, if the windward side is hilly or irregular, turbulence will form in the immediate vicinity of the obstacle. Of course, in some cases the obstacle generates no turbulence at all, neither on the windward side nor leeward side, such as the case here, where this particular landform creates a dynamic lift. Similarly, the airflow on the leeward side of obstacles such as a hedge of trees or a house can also be turbulent. For this reason, landing downwind of such obstacles is not recommended. Let's now turn to the other type of turbulence, shear turbulence. Shear turbulence occurs where 2 air masses move against one another. This is the case around a thermal lift, since warm air rises in the center and cooler air descends around it. When you fly into a thermal, you will feel the effect of this shear turbulence on your wing.
Another example of shear turbulence you're likely to encounter when flying is the case of two superimposed air layers that are moving in opposite directions. Shear turbulence is present along the border separating the two layers. When a fluid such as wind passes through a narrow or restricted passage along its trajectory, its speed increases. This is known as the Venturi effect. Let's use the example of wind blowing over a hill. At point A, the lower and upper winds are traveling at the same speed. At point B, the lower we descend into the air mass, the faster the wind speed is. Notice that the winds closest to the hill are the fastest. In fact, the wind is being compressed between the hill and the weight of the atmosphere. At point C, near the top of the hill, the speed is the highest because the atmospheric weight forces the wind through a narrow passageway. So as to ensure a constant flux, the wind is forced to catch up by accelerating. We also see the Venturi effect occur when wind travels through a mountain pass. As the wind blows through the pass, the airstream will be compressed. Like the wind blowing alongside the hill, it will also speed up as it makes its way through the narrow passageway. Procedures: the pilot must be extremely vigilant when dealing with the wind gradient. As soon as the wing encounters the gradient, it will lose relative airspeed. The only way to make up for the lost speed is to lose altitude. The wing will accelerate by itself, and in some cases it will roll off. Maintaining a sufficient amount of speed during the final approach is recommended to deal with this effect, an effect that can be dangerous close to the ground. Make a note of the fact that the altitude loss is directly proportional to the gradient's intensity.